Les Cascodeurs Podcast, épisode 320. Diataxis, la méthode de documentation. Enregistré le 20 décembre 2024. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bah oui, oui, c'est ça. Bonjour tout le On n'est monde. plus habitué. Tiens, allez, attends, regarde, je te mets le petit générique de début. Ta-da-ta-ta-ta. Et bougez pas trop parce qu'il faut rester droit dans les bottes. Merci Guillaume. En fait, Pour bon, la ceux qui chorégraphie. sont en audio, vous avez raté le mime de Guillaume parce que Guillaume, il ne fait pas que des blagues Je sais pas trop ce que je faisais. textuelles, hein, il fait aussi des blagues donc visuelles. Bon, est-ce qu'on a déjà des auditeurs qui sont là en Je direct? vois des gens, Bruce, Fanny, Stéphane, Sylvain, Yes. il y a du monde. Hop, et voilà. Bon, n'hésitez pas à nous faire des petits messages pour nous dire bonjour. Ça y est, Arnaud nous a rejoint. Donc, allez, on va enlever la blague quand même. Parce que Arnaud ne trouvait pas comment changer son nom. Et du coup, j'ai rajouté demi-cascoleur dans le sous-titre. On va enlever ça. Voilà, ça y est, t'as été promu. Les anciens se souviennent. Ouais, c'est ça. Que les moins de 20 ans ne peuvent pas comprendre. Voilà. Alors, ben, c'est rigolo parce que là, c'est un épisode pas impromptu, mais presque, hein, parce que ça s'est passé en pas longtemps. Je crois que la semaine dernière, Guillaume dit... Enfin, en fait, je me propose d'aider le Langchain for JEP autour de sa documentation où des gens disent que ça pourrait être mieux. Du coup, j'ouvre une discussion et je dis, bah voilà, j'aimerais avoir du retour. Et là, Guillaume me dit, bah, tu sais, nous, on utilise Diataxis, qui n'est pas du chinois, mais du grec en l'occurrence. Et Diataxis, c'est un framework autour de l'écriture et la structuration de doc. Et donc, il me dit ça. Moi, j'avais déjà vu rapidement et j'étais resté un peu sceptique. Et du coup, bon, là, je regarde. Et puis hier, ou avant-hier peut-être, je dis à Guillaume, écoute, est-ce ça te dit de faire une mini-interview sur ça? Et hop, on fait un mini-épisode et paf, c'est fait, quoi. Donc là, pour une fois, c'est pas un épisode d'experts qu'on interviewe, c'est des novices qui découvrent qu'on interviewe. Donc on s'auto-interview, on va voir si ça marche. Et donc Arnaud, toi, Diataxis, t'as dit, ok, je viens, mais pas en dilettante, mais en novice total, c'est ça? Oui, moi j'ai juste effectivement lu la homepage et j'ai regardé, mais après c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que côté pro et pas que, hein, mais on a ce problème de publier de la doc, d'organiser de la doc. Comme je suis dans l'équipe Platform Engineering de Doctolib, c'est comme si on était un éditeur au sein de l'entreprise, donc on a les mêmes besoins qu'un éditeur classique de fournir différents types de ressources pour les utilisateurs. Clairement intéressé par ce genre de sujet parce que oui, c'est très compliqué de fournir de la doc qui soit bien organisée et accessible par les utilisateurs. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, Diataxis, c'est D-I-A avec un accent aigu. T-A-X-I-S. X-I-S, ouais. En l'occurrence, c'est diataxis.fr et vous pouvez tomber sur la documentation. Et donc, je ne sais pas comment vous voulez faire. Je commence par expliquer un peu ce que j'en ai compris et puis on continue comme ça. Ouais. Voilà, alors attendez, du coup, je vais vous partager. L'écran. Tac. Alors, Diataxis, c'est un truc qui, voilà, c'est pas comment écrire à l'intérieur de la doc, mais la doc, elle est faite en 4 types de documents. Le premier qui sont des tutoriaux, le second des how-to guides, des guides de comment faire. Troisième, des explanations, et ça c'est probablement un terme que vous avez pas forcément entendu en tant que type de document dans une documentation de projet par exemple. Et la dernière, c'est la référence. Donc ça, tout le monde se dit, bah ouais, la doc de référence, le bon vieux gros bouquin qui explique tout. Voilà. Et du coup, moi, j'étais un peu sceptique justement à cause de ça. J'aime pas trop quand c'est tout super structuré parce que j'ai l'impression que les gens finissent par... en fait, c'est la règle qui devient la loi absolue et les gens disent non, on peut pas faire ça parce qu'il y a la règle, machin. Et je trouve que ça va pas forcément objectivement aider l'objectif qu'on a, c'est-à-dire faire une documentation qui est facilement compréhensible et surtout qui permet aux gens de faire ce dont ils ont à faire et de passer à autre chose. Mais
Bon, bah, j'ai lu. Et j'ai quand même trouvé ça intéressant parce que, et notamment le truc que je trouvais le plus intéressant, c'est que justement, ça vous permet de réfléchir à ce que vous n'avez pas à mettre dans un type de doc. Et puis, ça vous permet de réfléchir à, tiens, j'aimerais exprimer ça ou faire ça pour ça. Et du coup, en fonction de quel objectif ce morceau d'information a, eh ben, vous allez du coup avoir quelque chose qui va vous guider vers un type de document plutôt qu'un autre. Là, je vais vous expliquer un peu ce que ça veut dire tout ça. Le premier, c'est les tutoriaux. Et en fait, ah oui, juste, ils ont ce qu'ils appellent un compas qui vous permet d'exprimer, savoir où est-ce que c'est. En fait, il y a deux dimensions. La première, c'est est-ce que c'est pour acquérir des connaissances ou est-ce que c'est pour appliquer des connaissances? Appliquer, acquérir. Et le deuxième, c'est est-ce que c'est pour une action ou est-ce que c'est pour, ils appellent ça la cognition, on pourrait dire peut-être compréhension, même si je pense que c'est un sous-ensemble de la cognition. Donc, c'est pas forcément une action. Ou pas une action immédiate. Et ensuite, acquisition versus application. Et donc, le premier, c'est les tutoriaux. Et les tutoriaux, c'est acquérir du coup de la connaissance et c'est une action. C'est l'action de faire le tutoriel. D'accord? Donc ça, c'est le premier cadran. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, non mais le tutoriel, c'est quand vous laissez vos enfants faire à manger, découper des choses, vous vous dites pas, moi ce que je veux, c'est un bon gâteau à la sortie. Ce qui est important, c'est que l'enfant explore, apprenne à jouer avec la nourriture, apprenne les quantités, et puis si à la fin ça sort pas ce qu'il faut, c'est pas très grave. Et du coup, c'est exactement ça l'idée du tutoriel. Et en fait, moi, ça me relâche pas mal parce que quand je sais pas vous, si vous avez déjà écrit des tutoriaux, déjà c'est très difficile parce qu'il faut vraiment que ça soit étape par étape avec la sensation de succès, mais que ça soit pas non plus trop bête, etc. Mais si on se met à dire, ah oui, laissez-moi vous expliquer le contexte de persistance dans JPA, et ben là, paf, on en a pour un gros paragraphe hyper théorique. Donc là, ce que dit ce framework-là, c'est, vous mettez pas ça dans les tutoriaux, vous oubliez. C'est fait pour, en gros, mettre les mains dans le cambouis, explorer, jouer avec la technologie, et les gens vont apprendre juste par le fait qu'ils aient joué avec l'API, enchaîné un truc et un autre. Du coup, il y a des questions qui vont se lever dans leur cerveau, et la suite viendra dans les autres documents. Le deuxième, c'est les how-to guides. Alors là, c'est de l'action. Je veux faire quelque chose de très précis. Et c'est du coup l'application. Je veux appliquer une connaissance précise et faire une action dessus. Et donc là, c'est quelqu'un qui connaît déjà la techno globalement. Donc pareil, on va pas avoir à lui réexpliquer. Je vais t'expliquer ce que c'est que JPA, ça permet de faire ceci. Non, en fait, c'est concrètement comment je me connecte à la base de données Oracle. Ça, c'est un guide très précis. On arrive et on va Avec une tâche particulière avec une à tâche accomplir. particulière. Voilà, c'est pas comment je vais faire une application web qui serait beaucoup trop générique, par exemple, si vous rentrez dans React. Et un exemple qu'ils disent dans la doc, c'est que justement, si vous prenez toute la liste de vos how-to guide, vous allez voir en gros la liste des fonctionnalités quelque part du framework, du projet que vous êtes en train de faire. Et donc là aussi, c'est hyper libérateur. Je sais pas, Guillaume, je sais pas si tu as écrit avec ce framework ou juste l'utiliser, mais c'est hyper libérateur de se dire, non, je vais pas rentrer dans les détails, je vais juste pointer vers une autre doc ailleurs et je vais dire, oui, c'est important parce que sinon vous perdez votre état, allez voir ailleurs pour le détail et off, on continue sur la tâche spécifique. Tout à fait, ça sépare vraiment bien j'ai des mots en anglais, les concerns, dans le sens où, voilà, là, on veut vraiment résoudre un problème concret. On va écrire un how-to guide, comme tu disais, comment se connecter à telle base de données, etc. C'est vrai que des fois, on a tendance un peu à mixer tutoriel et how-to guide quand on écrit de la documentation. Alors qu'en vrai, le tutoriel, voilà, on apprend des choses, on mixe des choses un petit peu différentes. Mais peut-être qu'on va se connecter à une base de données, oui, bien sûr, mais on va aussi expliquer comment déployer, c'est-à-dire que ça peut être un flow, toute une histoire de quelque chose on va apprendre les différentes étapes, alors que le how to guide, c'est vraiment le point précis, comment je déploie, comment je connecte à la base. Mais juste ça, et pas avec les explications supplémentaires, pas avec les concepts, pas avec des digressions à droite à gauche. C'est vraiment straight to the point, comme on dit.
Ça, Mais en c'est même temps, ce qu'il disait, c'est que c'était le How to Guide, il pouvait aussi toucher des morceaux différents, un peu l'API, un peu la config. Donc, il y a quand même un côté transversal, c'est-à-dire j'ai une tâche à faire et ça va peut-être toucher plusieurs composants. dans le sens où, dans cette tâche-là, tu es obligé effectivement de toucher ces différentes choses-là. Donc, tu es obligé d'aborder tous les points, j'allais dire, dans un niveau minimum qui te permet d'arriver à ton but, qui est, voilà, je veux déployer mon application qui se connecte à la base de données. Bon, C'est qui les cascodeurs? Du coup, ça, c'est plutôt c'est qui dans les cascodeurs? Explanation, dans How to Guide ou dans C'est Tutorial? ça, exactement. Alors, effectivement, la liste des cascodeurs, eh ben, ça serait peut-être plutôt dans référence. Merci de Dans cette référence. transition magnifique, Guillaume. Voilà. Et donc, la troisième catégorie, c'est la catégorie plus évidente, parce qu'on a souvent un guide de référence dans les projets, notamment les projets de développement. Cela dit, un guide de référence, en général, fait plus de choses que ce que dit référent dans le modèle Diataxis. Parce que c'est vraiment c'est le mode c'est le manuel, la liste de, je sais pas, sur une voiture, la liste de toutes les pièces, par exemple. Donc, c'est orienté information. Pour moi, je dirais l'exemple typique, c'est la Javadoc. La Voilà, le Javadoc, Javadoc, c'est de ouais. la doc de référence. L'Open API où tu expliques les différents endpoints de ton API, c'est de la référence implementation. Effectivement, la liste de toutes les méthodes ou de fonctionnalités de ton, je sais pas, SDK ou je ne sais quoi, peut-être que tu peux aussi en faire un document, c'est ta référence. Donc, quand tu veux rechercher le nom de la méthode, quand tu veux chercher une classe, quand tu veux chercher un endpoint, c'est là que tu vas trouver cette information. Et Une justement, liste à la prévm. voilà, ce matin, j'étais en train de donc lire la doc de Launch4j. Et il y a notamment ce qu'il appelle un tutoriel qui explique toutes les... Alors, attends, je vais te retrouver ça précisément. Tu veux le mettre à l'écran? Toutes les chats... Non, je vais pas le mettre à... Ah bah si, remarque, oui, très bonne idée, je vais le mettre... N'oubliez Il pas que paraît les qu'on est gens en ligne écoutent et les qu'on a de podcasts. l'image. Oui, donc il faut Oui, qu'on explique ce qu'on montre. c'est pour ça Si on qu'on... montre quelque chose. Voilà, alors, hop. Alors, alors c'est quoi? Docs.langchain. Et donc ici, il y a des tutoriaux, et notamment, voilà, la chat memory. La chat memory, si c'est un tutoriel, on se dit, bah voilà, il va m'expliquer à quoi ça sert, et puis je vais pouvoir, non, même pas m'expliquer à quoi ça sert, mais genre, je vais activer la chat memory, je vais l'utiliser, et ça va être cool. En fait, non, là, ça explique assez factuellement, bah voilà, la chat memory, il y a l'éviction, on peut persister la chat memory, on traite pas un pas les tutoriel. types de messages. Voilà, c'est pas un tutoriel. La Et en référence. même temps, je sais pas si c'est de la référence ou si c'est Non, les là, je pense que c'est quatrièmes, plutôt les explanations, ça, c'est les d'expliquer les explanations. concepts, etc. Exactement. D'accord. Alors, on y retourne. Parce qu'effectivement, on Ok. a quatrième cadran, explanation, voilà, qui est moi le type de documentation que je préfère personnellement. Parce que justement, c'est là où vous êtes là pour vous dire, OK, on va prendre un peu de recul, on va vous donner un survol et on va vous faire acquérir de la connaissance. C'est-à-dire, c'est pas une action. Vous n'allez pas lire la doc pour résoudre un problème que vous avez dans votre appli là tout de suite maintenant, mais c'est plutôt comprendre le framework, comment il s'articule, pourquoi les choix ont été faits, avoir un modèle mental qui vous permet après d'utiliser l'outil sur lequel vous êtes en train d'écrire. Et c'est top parce que là, on peut parler, on peut faire des blagues, on peut donner des opinions. Et moi, c'est vrai que mon cerveau adore comprendre comme ça quand on me décrit une carte à haut niveau de tous les concepts et comment ils s'enchaînent les uns avec les autres. Mais donc là, dans ce genre de documentation, tu vas expliquer potentiellement le pourquoi du projet, l'architecture, Voilà, l'architecture, c'est les un document contraintes, typique. les Vas-y, vas-y. contraintes, enfin les contraintes, je sais pas, enfin les contraintes d'utilisation par exemple, tout ce genre de choses. Donc en fait, tout ce qui est vraiment voilà, un vol au-dessus du projet pour comprendre où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il va, Puis enfin même, tu vois, vraiment, la page d'accueil du projet, pour moi, elle fait partie aussi des explanations, parce que tu veux ouais. déjà avoir une première page, enfin, quelques premiers paragraphes qui expliquent déjà, bon, ce projet, il sert à quoi, qu'est-ce qu'il fait. Ensuite, voilà les différentes
les différents concepts dont vous allez avoir besoin. Et après, ça va être d'autres pages d'explanations qui vont détailler un petit peu plus en détail. Ben là, la chat memory, etc. Tu peux mettre après, malgré tout, des liens. Hein. Imagine quand même un système de navigation avec dans ta barre de navigation la liste des tutoriels, la liste des documents de référence, etc. Mais dans ton explication, peut-être que tu peux rajouter, quand tu es en train de parler de chat memory, bah, peut-être que tu peux parler peut-être un how-to guide qui va détailler comment utiliser tel type de chat memory, par exemple. In-memory, chat, message window. En tout cas, il ne faut pas hésiter à faire des références entre les différentes parties. Alors, c'est rare que, information reference référence les autres, mais en tout cas, il y a quand même certains sens un petit peu logiques d'un type de documentation vers l'autre. Et explanation, une autre façon dont ils exprimaient pour savoir si c'est une explanation ou autre chose, c'est si ça répond à une question pourquoi est-ce qu'il y a une chat memory? Eh ben, paf, c'est un document explanation. Voilà. Dans how-to, le how est important, c'est le comment faire quelque chose, tu vois. Mais dans un but précis, j'utilise par exemple le chat memory, dans quel usage, donc comment, le tutoriel, ça va être, j'utilise un chat memory dans, je sais pas. Bah, le tutoriel, je pense qu'il n'y aura même pas un tutoriel sur chat memory, c'est comment je fais un chatbot. C'est vrai. Pour faire un chatbot, on va utiliser la chat memory parce qu'on veut garder le contexte. Bon point. C'est plus comme ça qu'il faut le voir. How to guide, comment configurer ma chat memory pour... ça fait sens. Et du coup, le moment où... Alors, admettons que l'API soit composable. Le moment où tu dis, voilà, il y a le concept de chat memory et voilà comment tu l'intègres, que tu choisis la fenêtre, la taille de la fenêtre, etc. C'est où là? Alors, c'est vrai que là, du coup, je me demande aussi... là, honnêtement, des fois, la frontière est un petit peu subtile. Parce que tu pourrais aussi te dire que tu es en train d'expliquer, c'est-à-dire tu es en train de faire une explanation du concept de chat memory. C'est-à-dire tu expliques les différentes choses que c'est capable de faire, la raison de pourquoi ces choses-là existent. Donc attention, vraiment, how to, ça va être la tâche concrète à faire pour configurer. Tu peux expliquer le concept de chat memory. Et tutoriel, bah, ça va être faire ton chatbot qui va utiliser une chat memory. Mais on voit que des fois, il peut y avoir un petit peu de redondance entre quelque chose qu'on explique d'un côté ou de l'autre. Mais c'est là où, comme tu disais en intro, quand tu expliquais qu'il faut réfléchir à surtout ce qu'on ne veut pas mettre, c'est là que si tu vois que tu commences à mettre trop d'explications sur un concept, alors que tu es en train d'expliquer, ou tu es dans ton tutoriel ou dans ton how-to guide, c'est que là, il y a un problème et qu'il faut que tu remettes dans les explanations ces explications qui n'ont pas lieu d'être là. Donc, il faut faire attention à ça. Parce qu'en fait, tu peux imaginer là le cas borderline qu'on voit. On peut le voir, on peut se dire, OK, en fait, je vais faire un how-to guide, c'est how to set up your chat memory. Et à ce moment-là, du coup, il va y avoir des branches avec, soit c'est une chat memory persistante, si c'est pas persistant, c'est là. Mais du coup, c'est effectivement pas hyper spécifique sur la tâche. On a un petit peu rogné là-dessus. La deuxième, c'est, c'est la doc de référence. J'explique les API de chat memory et du coup, j'explique comment ça s'intègre. Moi, je sais pas, celui-là, je le sens pas, mais bon, on peut imaginer que ça pourrait être là-dedans. Et le troisième, ton explanation, tu veux montrer un peu comment c'est utilisé concrètement avec 2-3 exemples et du coup, tu vas le poser là-dedans. Ce que font beaucoup de gens qui démarrent, qui ont des docs de référence qui sont plutôt explanation, c'est comme ça qu'ils vont faire. Ils expliquent, deuxième section, comment on l'utilise concrètement. Après, des fois, moi, malgré tout, quand tu disais là par rapport à la doc de référence, des fois, moi, ça me manque quand même de ne pas voir dans la Javadoc, tu sais, quand tu fais la Javadoc de la classe tout en haut, des fois d'avoir quand même des exemples de code. Parce que utiliser une API, c'est pas toujours évident parce que, faut appeler telle méthode avant, faut faire telle chose après, configurer ça d'abord. Après, tu peux te dire, oui, ça va être expliqué à droite à gauche. Mais des fois, quand tu recherches des détails sur une classe particulière, comment l'utiliser, cette information peut être disséminée aussi bien dans des how-to, dans les tutoriels, dans des explanations. Mais tu vois, le côté, j'allais dire, intime et concret de la manipulation de cette classe, dans l'ordre dans lequel tu appelles telle méthode,
des fois, moi, je le verrais bien quand même dans la Javadoc tout en haut de la classe, tu vois, et qui devrait donc s'afficher dans cette documentation de référence-là, dans ce quatrième cadre. Techniquement, c'est Je suis sûr possible. Il y en qu'elle a en- qui le font. Oui, mais Mais j'avoue que oui, c'est pas une norme. non, C'est souvent non. plus des exceptions. D'ailleurs, on doit pouvoir le faire au niveau package aussi enfin, on peut le faire à Oui, différents oui, niveaux. oui. Ouais. J'imagine. Ils ont simplifié de façon Mais c'est rare. l'inclusion parce qu'il faut avouer que la grosse limitation pour la Javadoc particulièrement, c'est que c'est quand même super relou d'écrire du code dans de la Javadoc. Enfin, c'est en termes de Et maintenance, etc. Jusqu'à présent, mais il y a eu des évolutions à ce niveau-là. avec la notation Markdown, avec les triple slash là, qui est Ouais, il y a toute des trucs. moche, là. Mais bon, idéalement, il faudrait qu'on puisse importer du code dans la Javadoc, genre le code de test ou des choses comme ça, pour que ça soit plus maintenable et lisible sur ce genre de technologie. Mais c'est vrai que c'est un peu ce qu'on faisait aussi. Enfin, par exemple, moi, ce que j'aime bien dans la documentation de Groovy, c'est que c'est de la doc, ce que j'appelle de la doc exécutable. C'est-à-dire qu'en fait, tous les bouts de code que tu retrouves dans la doc de Groovy, en fait, ils sont extraits de tests unitaires De qu'on a test, dans. bah ouais. Et en fait, ce qui est génial avec ça, c'est que ta doc, enfin, quand elle est publiée pour telle version, bah, elle est à jour. Tu sais que le code Elle est tourne. à jour, Quelque elle part, ce compile. code-là tourne. Parce qu'il est testé à chaque fois qu'on publie la doc, quoi. Ça j'aime bien. Mais bon, là, c'est un peu une digression par rapport à ces quatre types de documentation. Et du coup, ça pose la question de, enfin, on en revient à ça, mais ça pose la question de où ils se mettent, quoi, Ouais, mais dans tu ces vois, en tout cas, situations-là. Arnaud, tu parlais du nouveau format de Javadoc. Je crois, hein, j'ai pas retesté, mais normalement, tu peux aussi pointer vers tel ou tel bout de code, etc. Il me semble que j'avais vu ça. Mais Je j'ai ne pas l'ai joué pas avec, testé donc. perso. Et c'est intéressant parce que du coup, tu sais que ça va être synchronisé, parce que des fois, bah, malheureusement, tu as modifié telle classe, tu as rajouté une méthode ou modifié ce que fait la méthode. Oui, il y avait de la Javadoc qui expliquait ça. J'ai oublié de la retoucher. Ça. Alors, ce qui est rigolo, c'est que Diataxis, en fait, son site web n'utilise pas le concept de Oui, tutorial. mais alors, j'ai vu que tu as mis ça dans ton article. Ouais. Mais cela dit, c'est pas un projet, un outil, une API, etc. Donc, enfin, tu vas me dire que c'est un outil de documentation, mais c'est pas un outil. Donc, ça me choque pas que ça suive pas exactement ce principe-là, si tu veux. Mais bon, vas-y, hein, je te laisse Non, mais c'est parce qu'en fait, exprimer ton opinion. en gros, eux, ils ont Donc là, on est que dans des explanations, explanations. là, on est d'accord. Exactement. Ils ont que des explanations. Voilà. Et du coup, ils ont structuré différemment. Du coup, effectivement, bah, c'est que tu disais ça assez tôt. Et d'ailleurs, le site est assez clair là-dessus. C'est que, bon, bah, c'est OK de prendre ça, de se lancer et de pas adopter ça de manière extrêmement stricte. Et du coup, vous allez peut-être vous influencer beaucoup de ça pour simplifier des questionnements philosophiques trop compliqués pour certaines personnes dans l'équipe et aider à la clarté et à minimiser la redondance. Par contre, ne tombez pas dans... bah, c'est comme tout, c'est ça où les ADR sont intéressantes, c'est qu'on se rappelle le contexte et les raisons pour lesquelles les décisions ont été faites. Et surtout, si vous avez oublié pourquoi vous embrassez ce framework-là et que vous l'appliquez à la règle, c'est un problème, quoi. Du coup, c'est ça. Prenez quand même du recul là-dessus. Ça doit être une aide et pas un carcan différent, en fait. Il y a un premier carcan, vous savez pas comment structurer votre doc. Le deuxième, c'est trop limité. Voilà. Après, j'ai pas vu d'exemple, mais il y a des gens qui parlaient que tout rentrait pas forcément dans les cases. C'est OK aussi d'ouvrir Tu avais des des choses. exemples de ça ou des choses qui rentraient Non, pas j'ai dans les pas cases? vraiment trouvé ça. Ok. Par contre, dans le The Good Project, j'ai vu Ouais. qu'il y avait pas mal de templates différents. Ils ont des... Alors, je te lis. API Quick Start, API Reference, Bug Report, mais bon, c'est pas vraiment de la doc. Code of Conduct, Changelog, Concept, Contributing Après, tu vois, Guide. concept, c'est des explanations. On Contributing peut quand Guide, même c'est les mettre. quoi? How to? Contributing guides, Il ouais, y a ça les peut deux, en être fait. how Tu peux avoir les to, deux. ça peut être how to, ou ouais, ça peut être how to. Les FAQ, tu mets ça dans quoi? Ouais. C'est marrant. Pour moi, c'est des fireside how to, tu vois. Et pourquoi tu fais... Enfin, Hmm, non, remarque, tu dis pourquoi tu fais ça. Ouais, ça dépend, en fait, la nature de la Ouais, question. faut moins cadrer les facs. Après, ça dépend. C'est vrai que c'est plus succinct. Par exemple, tu vois, ton contributing guide, déjà, il y a guide dedans, quand même. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça peut être un how to, mais
Moi, j'ai tendance quand même à mettre les how-to. Pour moi, les how-to guides, c'est du projet des classes de la librairie, du SDK, peu importe ce que j'utilise, mais c'est pas de la méta-information nécessairement autour de comment contribuer au projet. Ça, c'est un petit peu... faut voir ce qu'on documente ici. Hein. Est-ce que c'est l'outil, le SDK, le produit, ou le projet aussi qui entoure tout ça. Donc, c'est peut-être ceux-là qui rentrent pas trop dans la case. Et donc, juste pour info, parce que je suis tombé là-dessus juste en explorant Diataxis et en regardant, mais que pensent les gens de Diataxis? Donc, il y a un projet qui s'appelle le goodprojects.dev, thegoodprojects.dev, qui lui a des templates en fait. Donc, vous pouvez aller, je sais plus où, mais assez vite, vous pouvez télécharger en gros la totalité des templates et ça vous met le template du README, le template de la liste des gens dans l'équipe, etc., etc. Donc, c'est des choses qui sont vraiment complémentaires pour le coup parce que le Diataxis n'explique pas comment vous allez structurer à l'intérieur nécessairement. À part le tutoriel où c'est assez... Il recommande quand même des approches où on accompagne, on emmène la personne vers le succès parce que l'idée c'est qu'il fasse l'expérience, qu'il soit positive hein, pour qu'il apprenne des choses. Du coup, je t'ai coupé, Arnaud. Mais j'ai déjà oublié ce que je voulais dire. Ok, Donc... et voilà. Arnaud, il n'a pas de chat memory. Chat memory, là. C'est ça, elle n'est pas Limité. implémentée. Mais en tout cas, ouais, c'est bien d'avoir de la cohérence, j'allais dire consistence, de la cohérence. Donc, moi, alors, les documentations que je vois ou sur lesquelles j'ai pu travailler ou interagir, etc., il y avait la documentation de Groovy, la documentation de LangChain4j, puis aussi toute la documentation qu'on a chez Google Cloud. Et c'est vrai que c'est quand même assez codifié et on a des espèces de templates pour, voilà, là, si tu fais un quick start, il doit être comme ci, comme ça. Donc, quick start, c'est un how-to guide rapide, quoi, de démarrage rapide. Enfin, non, ou d'ailleurs, attends, quick start, c'est plutôt tutoriel, du coup. Ouais, tu vois, même là, j'hésite parce que le quick start, tu vas faire plusieurs choses. Tu vas peut-être setuper ta base de données, déployer ton conteneur, etc. Donc, ça, mais qui est court. Mais c'est pas un how-to, forcément. Non, parce que, et en fait, je pense que ce qui joue beaucoup, c'est le fait que la personne est probablement novice si elle démarre avec un Oui. quick start, tu vois. Mais du coup, deux choses que je voulais souligner là-dessus. Donc déjà, tu as quand même une sorte de notion de catégorisation de libellé, c'est-à-dire quick start, c'est pas n'importe quel type de tutoriel, quoi. Ouais, c'est une sous-catégorie. Il est plus court, etc. Et en général, nous, par exemple, sur la documentation de Google Cloud, à chaque fois, tu as toujours un quick start, un ou plusieurs quick start. Et après, tu as des guides plus détaillés qui vont plus loin. Et on a même aussi, ce qui est marrant, c'est que ce qui est tutoriel, ils sont un peu à part. Et on a aussi un portail pour retrouver tous les tutoriels aussi. Il faut voir aussi, il y a des choses un petit peu orthogonales, c'est-à-dire comment rechercher la documentation, comment naviguer dans tous ces types de documentation, mais également comment rechercher ces informations-là. Et ça, c'est un peu de la UX, mais qui est importante et qui n'est pas couvert forcément par Diataxis. Après, ça peut être des bonnes pratiques, etc. Je ne sais plus si j'avais un autre point, je ne sais plus ce que c'était. Ouais, Tiens, juste en attendant que tu trouves ça, est-ce qu'il y a donc des gens là qui ont des commentaires ou des questions là enfin des gens qui nous écoutent là qui ont des questions qui nous feraient rebondir, on peut voir là-dessus. D'ailleurs, il y a bon savoir, je sais pas où, une mailing list ou un Discord, je ne sais quoi, et tu vas voir quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent. Donc des petites questions, ça peut être simplement des FAQ, mais après sinon ça peut être ah ouais, non attends, ils sont tout le temps en train de comment on configure la base de données. J'ai pas entendu FAQ quand tu as parlé là. Ah, ok, d'accord. Tu as l'esprit mal tourné. Ça doit être ça. Mais en fait, c'est de manière incrémentale, on va pouvoir rajouter ces différents types de documentation et c'est là où il va falloir faire un petit peu attention à ce que c'est. Et du coup, là, c'est plus un how-to, donc les explications, je vais les garder ailleurs. Je vais essayer de trop mélanger les différents concepts. Je dis ça paraît facile à faire, mais c'est pas le cas.
Non, mais la difficulté, c'est qu'on écrit à un moment la doc à un moment donné, ou même on la réécrit à un moment donné, et elle est à peu près propre. Et puis là, on se dit, ah, tiens, ça, c'était pas clair, ou tiens, je vais rajouter telle explication. Et c'est là où on commence à rajouter des greffes, là où c'est pas forcément idéal. On se dit, ah ouais, tiens, je crois que j'en parlais là, on le rajoute là. Et c'est là où il se déforme de plus en plus. Donc, c'est là où c'est intéressant d'avoir un truc structuré, c'est que le plus tu sais, tu peux aider à structurer les choses, le plus tu vas savoir où elle doit naturellement se positionner, ce type d'information. Et ce que je fais, par exemple, c'était sur LangChain4j, souvent, il y a encore plein de trous dans la documentation, et tu vas avoir tel modèle ou telle base qui n'est pas documentée. Et en fait, moi, ce que j'avais fait, par exemple, les, le- enfin, la partie que je maintiens, c'est-à-dire les modules autour de Gemini, c'est en fait, j'avais fait un blog post qui finalement est un tutoriel, en fait. Hey, qu'est-ce que tu peux faire avec, comment tu peux le faire? Et j'explique les différentes choses. Et ce blog post, bon, je l'ai réadapté un petit peu et j'en ai fait un tutoriel qui explique finalement comment utiliser telle chose. Et après, je vois, bon là, ça, j'ai pas besoin de l'expliquer parce que pour moi, c'est dans les explanations. Ah oui, la chat memory, bon, bah, c'est expliqué ailleurs, ce concept-là. Et je peux pointer vers, alors je sais plus où est-ce qu'on les, si on doit publier la Javadoc, j'ai jamais fait gaffe d'ailleurs. Elle doit être quelque part et voilà, c'est vrai que j'ai pas pointé vers la Javadoc, mais on peut C'est faire ça. marrant, je regarde plus jamais les Javadoc, quoi. Je suis dans mon IDE et Euh, ouais, je regarde encore. Ouais. Ouais, J'avoue que moi, je clique sur les sources. Enfin, je vais voir les sources. Après, je regarde la Javadoc dans ouais, je le fais aussi. via le source, en fait. Mais Ouais, c'est vrai. je reste dans l'idée, je sors pas. Ouais, c'est vrai. Peut-être de juste pour moins en revenir moins. sur Brice, là, il parlait de framework d'agrégation de doc. Tu vois, il y en a un que j'aimais pas du tout. C'est justement je crois que c'est Maven, justement, qui générait un site Allez, entier. side. Le site Ouais. statique, le site Maven, ouais. Ouais, et en fait, pour le coup, c'était un peu trop carcan. Il y a plein de choses qui me servaient pas. C'est le problème de la standardisation. Ouais, ça proposait un cadre de base avec des reports, des informations statiques sur le projet, l'équipe, plus après des informations dynamiques, donc un peu toute la partie explanation que tu pouvais mettre en libre dans ton projet. Et, c'est sûr que oui, c'était très très cadré. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs beaucoup moins utilisé. Alors, je pense que ça l'est toujours, mais beaucoup moins. Mais c'est vrai que les projets. Il y a un site où tu te prends une baffe, là, dans quelle année je suis? Et en fait, non, c'est bon, C'est encore on un est en projet. 2024. Après, l'avantage, moi, je sais Encore qu'à pour l'époque, quelques jours. quand j'avais switché sur Maven, donc à l'époque de Rant, bah, j'étais attiré par la partie site. Donc c'était il y a 20 ans, c'est sûr, mais c'était révolutionnaire de se dire, en faisant rien, puisqu'à l'époque c'était une commande Maven, pour se dire, ah tiens, t'as un site web qui te centralise la Javadoc, les reports, les machins, les trucs, dit, j'ai rien à faire, je clique et puis c'est fait. Bon, c'est vrai que En de nos faisant jours, rien, tu avais quand même migré le système de build vers Maven, tu oui, vois, tu avais déjà t'avais su faire, quoi. migré de Rant vers Maven et puis déjà à l'époque, ouais, c'était déjà pas ça. Mais bon, mais je suis d'accord. Et Bruce dit d'ailleurs un truc qu'il aime bien, mais qui a pas très souvent dans les sites, c'est justement le bouton feedback, Feedback. où il y en a même qui sont edit ou Oui, edit dans corrige-moi. GitHub. Il y a Enfin, ouais, certains frameworks qui permettent de C'est faire pas ça. mal ça. Ouais. Bah, je sais pas, vous Et vu avez qu'en déjà été dans général, les gens qui reçoivent ces pull requests sous une forme ou une autre, et les processer. Vous avez déjà été dans des projets qui avaient ces trucs et qui, du coup, vous receviez les changements? bah après, par exemple, la doc de LangChain4j, je veux dire, elle est dans Git, hein, dans GitHub. Donc c'est un pull request comme un autre, à part que celui-là, enfin, il touche à la documentation. Et pas de nos après, c'est jours. pareil, même pour Groovy, oui, c'est pareil. C'est la même chose, la documentation. C'est un pull request. Allez, une petite dernière question si vous en avez, sinon bah, je pense qu'on a fait le tour. Ah si, tiens, bah, donc tu as parlé de... Vous avez vu quoi comme utilisation concrète de Diataxis? Donc, Google, Alors, ouais, votre ouais. Alors plateforme. après, je sais pas si tu vois, ils l'ont suivi. Enfin, je pense qu'ils font ça depuis assez longtemps et ça suit pour moi assez bien ce format de découpage en quatre de Diataxis. Après, Diataxis, c'est une généralisation de plein de bonnes pratiques qui ont été vues sur différentes plateformes, projets SDK ou autres, hein. Donc voilà, moi, ça me parle parce que c'est quelque chose que j'ai pu voir sur les différents projets ou entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Et ça fait sens de regrouper comme ça et séparer comme ça les différents types de documentation. Et
sans diverger de trop, les plateformes de doc, donc les plateformes runtime de doc, vous avez vu quoi dans les projets open source et dans les entreprises que vous avez? Parce que voilà, là on parle du contenu et c'est clairement là, le gros avantage de Diataxis. Maintenant, il y a un moment où il faut l'écrire la doc et la publier sur quelque chose. Vous avez vu quoi, vous, comme usage? Moi, mes usages de base que je vois, c'est les wikis, donc les Confluence et Ouais, il y a compagnie. ça, ouais. Après, des trucs un peu plus statiques, que ça soit en Markdown, ASCII doc, Avec je des sais pas. docusaurus, des Ouais. guidebooks, des projets comme ça. Mm. Vous en avez d'autres, Après, des j'ai choses comme vu ça que vous voyez? aussi, Ouais. donc un peu, Docusaurus, ouais, ça c'est ouais. Langchain4j. Après, je vois aussi, donc là, c'est plus aussi, je pense que tu mettrais ça dans la catégorie des wikis, mais tu sais, des notions. Je vois plein de gens qui utilisent, enfin plein de gens. J'ai eu plein de petits projets qui ont publié comme ça leur documentation sur Notion. Qu'est-ce Mais qu'il y a c'est d'autre? comme un Ouais. wiki en gros. Ouais, c'est ça, Mais c'est ce c'est que tu ouais, disais. c'est quand même comme un wiki. Donc c'est pour ça que je te disais que ça rejoint, je pense, ce que tu disais. Parce que Notion n'est pas un wiki. Enfin, je pense qu'il se définit pas comme ça, mais pour moi, ça fonctionne comme un wiki au final, dans ta Après, catégorisation ouais. en wiki. Après, il y a Antora qui revient de temps en temps. Mais Qui en fait, utilise moi, ASCII Doctor. ouais, c'est ça, qui utilise en tout cas Skidoc. Mais moi, j'avoue que, en fait, j'aime bien. Je sais pas, il y a un truc qui fait que ça fait un peu cheap quand on tombe sur ce template, cette approche, machin. Donc, j'avoue que nous, on fait Laquelle tu beaucoup. veux dire? Tu parles Bah, d'Antora par ou tu exemple, parles Antora, tu vois, Antora? t'as à droite, à gauche, pardon, oui, ton t'as toute la menu liste ouais, Ouais. tous les les pages. documents et leurs sous-sections et sous-sections, etc. Du coup, t'as tout un peu comme ça. Moi, je sais que sur Quarkus, sur Mais après, Hibernate il a pas tout d'avant, ça. on faisait à custom en fait. On Oui, voilà. générait tout Ouais, en ouais, ouais. ASCII doc et en Markdown, et après le site statique, en gros, agrège toutes les informations dans l'approche que tu veux. Nous, c'est ce qu'on faisait chez CloudBees. La doc.cloudbees.com, c'est de l'Antora. Enfin, je sais pas si c'est encore, mais à l'époque, c'était de l'Antora. Et effectivement, derrière, tu customises l'organisation. Il y avait des menus à gauche, au milieu, ouais, partout où tu veux. Mais oui, Puis même la par feuille de défaut, style CSS, tu reconnaissais immédiatement que c'était tel ou tel, tel outil parce que c'est toujours la même CSS. Donc ça répond à ta question, Arnaud. ouais, carrément. Mais ouais, en fait, le truc, je sais pas, moi j'aime bien le non structuré parce que déjà, quand tu passes à un autre outil, bah au moins t'as pas à dire ah tiens je fais un export, ah oui il y avait des trucs un peu trop idiosyncratiques de la plateforme, voilà. Mais c'est plus de taf, donc je comprends. Hein. Et ouais, c'est mieux. Enfin, moi, je vois, enfin, surtout les problèmes des wikis et autre chose dans le genre, c'est que les plateformes de ce style-là, c'est très, très compliqué à maintenir parce qu'il y a des problèmes d'ownership, les problèmes souvent, il n'y a pas de process de review, donc c'est toujours très compliqué d'avoir un ensemble de docs qui, au final, reste de qualité. De toute façon, maintenir de la doc, ça prend du temps, ça demande des ressources, hein, ça se fait pas par magie, ça c'est un truc que les gens aussi oublient souvent, c'est qu'ils s'imaginent que les docs ça se fait tout seul, mais non, et ça se maintient encore moins tout seul, et c'est comme le code, la dette elle s'accumule, elle s'accumule, elle s'accumule, mais sur du Ouais, c'est comme wiki, écrire un livre, hein. Ça demande une Ouais. structuration initialement beaucoup quand on la d'efforts, ouais. refait. Hein. C'est ça. Et C'est la clair. partie effectivement maintenir et faire vérifier que c'est à jour, vérifier que c'est pas, enfin c'est beaucoup d'efforts. Et l'avantage d'être sur du Hascode, et tout, bon, bah, c'est que des fois, alors on peut être déjà vraiment proche du code si on le met dans le même repo, etc. Même si et puis si on est à côté, c'est que par contre, on prend un peu les mêmes codifications, etc. Mais c'est moins accessible pour des personnes des auteurs plus classiques qui vont faire de la doc. Moi, ce qui avait vraiment été la plaie, parce que Hibernate avait en fait, le site web était un wiki. C'était la grande époque. Et en vrai, on se faisait quand même défacer hyper Ah ouais. régulièrement. Donc évidemment, il y a les pages critiques qui Bloqué. n'étaient modifiables que par peu de personnes, mais il y avait toujours quelqu'un Ouais. qui écrivait son truc à droite à gauche, et donc il fallait Parce que entretenir. soit c'est ça, soit c'est, tu sais aussi ceux qui ont, pour chaque page, tu as la possibilité de mettre des commentaires. Des Et commentaires, là où à chaque fois, tu avais des liens vers tout et des, n'importe quoi, des liens. il y Bah, avait c'est ce ça. que disait Bruce. C'était en Avoir tout des cas pour feedbacks, c'est bien, éviter, mais ouais, c'était pour éviter au moins que tu aies ta documentation qui soit touchée. Mais d'un autre côté, tu avais plein de merde dans les commentaires.
Ouais, donc en fait, en vrai, la notion de je te crée un issue, je te crée une pull request, c'est intéressant parce que ça le décorrèle, Alors, ça te permet la contrib ah, et ça décorrèle. ouais, à part que faut pas que ce soit non plus un frein à la contribution. C'est-à-dire C'est que ça le moi, ce que j'aime problème. bien, comme tu l'avais dit tout à l'heure, il y a différents projets qui font ça, où tu as le bouton Edit on Mm. GitHub, et où là, ça t'amène directement au bon endroit, tu as l'éditeur, tu n'as plus qu'à changer, et un ou deux clics, tu peux faire ton pull request. Donc, il faut quand même simplifier au maximum, enfin, en tout cas, si tu veux que les gens contribuent à ta documentation, et si elle est modifiable, c'est-à-dire que, oui, tu la mets en open source, quoi. Là, voilà, là c'est intéressant. Tandis que, je sais pas, Google Cloud, si tu vas sur le site de Google Cloud, tu as la possibilité d'envoyer du feedback, mais c'est pas direct. Les gens peuvent pas modifier comme ça directement la documentation. Enfin, proposer une modification Il n'y a pas de une IA qui documentation. reçoit les infos et qui, hop, Bah non, alors non, mais c'est pas mal comme ouverture peut-être du débat. Parce que, enfin, chez nous, on a pas mal de personnes qui commencent à réfléchir justement à l'utilisation de l'IA pour différentes choses, hein, mais pour la documentation, même, tu vois, enfin, si tu t'amuses à donner tes tests unitaires et ton code à Gemini ou ChatGPT ou ce que tu veux, il est capable d'écrire un tutoriel qui est pas mal et qui suit bien le code. Donc, pour les premiers guides ou pour t'aider à démarrer ou pour du contenu, je dirais, pas très... Enfin, je veux pas dire que les IA sont pas capables de faire des trucs avancés, mais en tout cas, ça peut t'aider pas mal à défricher ou à faire les premières pages de ton contenu. Donc, et même ce que j'ai mon chef, mon N plus, je sais pas combien, 3 ou je sais pas quoi, là, qui était assez fan de l'idée, même que, par exemple, nous, chez les développeurs Advocate, qu'on puisse se focaliser. Donc, tu sais, dans les cours, souvent on parle de L100, L200, L300 pour les niveaux, et qu'on devrait essayer de passer plus notre temps sur du L200, L300 et utiliser l'IA pour du L100 pour les trucs simples et qu'on puisse se focaliser sur les choses où on a plus de valeur ajoutée que ah oui, appelle ça, ça y est, c'est bon. On n'a pas forcément de la valeur ajoutée là-dessus. Donc il y a des réflexions intéressantes en cours et pas que chez Google, hein, chez plein d'autres personnes sur l'utilisation de l'IA. c'est Mais marrant, moi, bon, pardon, ouais, j'aurais vas-y. pensé l'opposé en fait. C'est-à-dire que pour moi, ce que tu as besoin de Ouais, la valeur de la personne, c'est justement tous les gens qui arrivent et qui font les tâches, les 80% des tâches. Et du coup, c'est là où tu veux appliquer le faire à la main, quoi. ouais, je Et comprends. par contre, beaucoup de projets, les gens ils disent ouais, c'est super, mais maintenant, comment je fais pour faire le Langchain4j, que je me connecte à la Lune et que j'écrive ça en COBOL. Et là, tu dis ouais, alors t'es quand même super Ouais. spécifique. Et c'est là où tu pourrais dire, tu pourrais générer des choses où t'as pas le temps en tant qu'humain de, tu vois, Ouais, Logique. tu d'aller dans pourrais ces niches. générer, dans la pratique, tu auras plus d'hallucinations sur ces choses-là plus complexes, plus pointues, que sur des choses qui sont finalement plus faciles à écrire parce que c'est simple, parce que tu as pas mal d'exemples, parce que tu as des tests, parce que, etc. Et l'autre aspect, donc, moi, je m'intéresse à un sujet-là d'utiliser l'IA pour écrire, pour des articles, etc. Pour moi, ce process-là, il doit être drivé par les humains de bout en bout, au départ, aussi bien qu'à l'arrivée. C'est-à-dire que moi, si j'utilise l'IA pour écrire un document ou un truc comme ça, je vais lui dire, en fait, je vais lui donner finalement l'outline, ce que je veux, les points clés, et tu me génères quelque chose qui corresponde à ça. Donc après, il génère un truc, et après, il y a toute une phase de review. Mais rien que la phase de review est, enfin, pour moi, je la trouve assez longue parce que le style est un peu trop fluffy parce que je veux être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Parce que si c'est des choses trop compliquées, il va y avoir des erreurs, des hallucinations. Avec n'importe quel modèle, hein, que ce soit ChatGPT ou Gemini, ils vont tous halluciner, ou Claude ou autre. Donc l'IA peut t'aider pas mal, mais il faut que ce Tonton process Claude, soit il guidé. hallucine. C'est Ouais, Noël. tonton Tonton Claude, il Claude, il a hallucine. encore halluciné là. Mais en tout cas, clairement, il faut que ce process soit drivé par l'humain de bout en bout, du début jusqu'à la fin. Ça, tu gagnes du temps, mais faut vérifier, faut enrichir, etc.
c'est rigolo parce qu'en fait, à la base, moi, donc j'ai commencé à lire la doc et je me dis, oh là là, c'est séparé en plusieurs morceaux. J'ai pris des notes. C'est ma façon Ouais. d'absorber l'information et pour pouvoir revenir après, peut-être parce que je veux envoyer un résumé à des gens, etc. Donc j'ai pris ces notes-là et puis après, je me suis dit, bah, on peut en faire un blog. Donc j'ai pris une IA générative et je lui ai dit, bah voilà, voilà mes notes, voilà le lien vers les blogs que j'ai déjà fait. J'aimerais faire d'abord la description, ensuite mes opinions, comme j'ai fait dans les notes. Vas-y, banco. Donc, il m'a sorti quelque chose. Enfin, quand ce que tu as dit, c'est très vrai. Déjà, le style, c'était pas mon style. Et Donc, il y a quelques phrases qui étaient vraiment lourdes ou genre, mais t'as dit quelque chose là empouler. dans les 27 mots que tu as mis là ou pas? Donc, tu vois, je les ai enlevés, réécrits. Et puis, il y a des fois où effectivement, j'ai dit ça moi et je revenais à mes notes, j'ai regardé. Ah ben non, j'ai pas dit ça en fait. Parce que des fois, Du en fait, coup, il enrichit aussi. Ça oui, peut c'est être ça. malgré tout intéressant dans le fait. Alors, il y a les premières fois où je m'étais intéressé au sujet, il y a un an et demi, je m'étais aperçu que, en fait, je voulais écrire alors, je crois que je l'ai pas écrit cet article. Je sais plus trop quel était le sujet, mais c'était un sujet par rapport aux API, au workflow, à je ne sais plus trop quoi. Et je savais quels étaient les points que je voulais aborder dans l'article. Et je lui ai dit, tiens, je voudrais écrire un article sur ce sujet. Alors là, j'ai fait exprès d'être un peu généraliste. Je veux écrire un sujet, enfin, sur ce sujet-là, qu'est-ce que je devrais raconter dedans? Et lui, il m'a proposé tel point. Alors, je sais plus, il y avait 5 ou 6 points clés, enfin, ou 5 points clés que je voulais aborder, et il m'en a donné un sixième. Ah oui, tiens, j'avais pas pensé à celui-là. Donc après, ça peut t'aider à formuler, t'aider à La phase ne pas exploratoire. oublier quelque chose, à explorer. Je disais à bon escient selon la phase dans laquelle tu es de ton écriture de doc, d'article ou autre. Et l'utiliser je dirais de la bonne manière. Et l'idée, c'est jamais de dire, ponds-moi un article sur ça, publie. Non, ça marchera jamais. Il y en a qui font Peut-être dans apparemment, des années, mais mais pas encore. Ouais, non, mais il y en a. Là, il y a des fermes, il y a, voilà, il y a des fermes de contenu. Il y a même, donc, je sais pas, tu sais, quand tu regardes, genre, t'es sur ton téléphone, tu as les news Google, là, enfin, collectées J'espère par qu'il n'y avait Google pas de à gauche. notification secrète là, parce qu'on a vu ton écran, hein. Ouais, je sais pas, j'espère que non. Non, c'est bon. Et vous vous dites, tiens, c'est bizarre, il se répète un peu là, cette section-là, c'est bizarre, j'ai déjà vu cette phrase-là, ou des tournures un peu étranges. Ça vous l'a fait ou pas? Parce que moi, je suis sûr de tomber sur plein d'articles régulièrement qui sont générés par l'IA, parce qu'il y aurait eu une personne, si la personne avait relu l'article, elle n'aurait pas pu laisser ces répétitions ou ces sections qui n'ont pas vraiment de logique entre elles, ou tu sens que, ah oui, attends, l'article, il est pas long, tiens, rajoute un paragraphe, tu vois, enfin, ça sent à plein nez, tu vois, que c'est généré par l'IA. Et ça, j'aime pas trop ça, quoi. Alors moi, j'ai une façon de consommer l'information assez spécifique. Du coup, tu vois, je suis abonné à 2 journaux Ouais. et du coup, je lis cela. Donc, c'est pas genre, tiens, je vais lire les D'accord. news qui arrivent de Twitter en termes Ok, ok. informationnels, en tout cas. Donc, j'ai pas ça parce que c'est des journaux dits Des de vrais journaux avec des vrais journalistes qualité qui écrivent eux-mêmes. pour l'instant. Enfin, pas que, j'imagine. Moi, j'ai rien que sur le fait de se faire aider par le truc, mais effectivement, faut garder le style. Par contre, tu vois qu'ils sont, je sais pas s'ils sont générés ou optimisés pour, mais genre, c'est genre, tu vois, genre, comment, je vais dire un truc débile, mais comment on recoue un bouton? Alors, t'es là, comment on recoue un bouton? Donc, là, t'as Ouais. l'article qui dit, alors, les boutons, ça sert à quoi? Ensuite, le fil, comment on le trouve? Et là, Mm. non, mais moi, dis-moi comment on recoue le bouton. Et vers la fin, perdu au milieu, t'as l'information effective. Donc là, tu vois que c'est optimisé d'une manière ou d'une autre, mais c'est pas fait pour juste répondre à ma question et passer à autre chose. Ouais. Ce que j'aime pas en plus, c'est aussi les articles où, donc, genre, ah oui, ce dernier film est un super succès. Déjà, l'article devrait te donner le nom du film. Et ensuite, tu commences à lire, tu as au moins 2, 3 paragraphes avant que dans le troisième, quatrième paragraphe, ils disent, oui, d'ailleurs, le film qui s'appelle Machin vient de sortir sur... Putain, mais donne-moi l'info tout de suite, je déteste ça. Ça m'horripile, ces trucs-là. Et Mais parce les que IA du ont coup, tu es tendance à obligé... trop parler. Non, ça, c'est vrai. Ouais. Alors, est-ce que... Il y a des expérimentations un peu, là, j'ai un collègue à Londres qui a fait un outil qui est intéressant donc pour générer des articles. Et ce que j'aimais bien dans sa technique, c'est qu'en fait,
tu dis, donc tu utilises l'intelligence artificielle générative, tu lui dis, je veux écrire un sujet, sur tel sujet, pour tel type de population, voici quels sont les points clés que je veux aborder. Tu lui donnes déjà des billes. Et en fait, il y a une phase intermédiaire où, ok, j'ai compris, c'est tel sujet, voici des questions qui se rapportent au sujet, et c'est à toi de remplir chaque section. Ah oui, sur ce sujet-là, je veux parler de ça. Sur sous-sujet-là, pour cette question, voici mes points et tu détales. Et ensuite, l'IA reprend tous tes points et structure avec ce type de questions le contenu. Donc ça, c'est une approche que je trouve intéressante. Et là, je digresse un peu, mais ce collègue-là aussi, on en avait discuté pas mal ensemble. On discutait sur comment arriver à demander à l'IA qu'elle écrive aussi dans un certain style. Honnêtement, les IA sont très capables. Par exemple, moi, j'utilise Gemini avec ma fille. Des fois, elle a besoin de trouver par exemple, des définitions simples pour que ce soit la biologie ou les grandes dates de l'histoire avec ce qui s'est passé, etc. Et en fait, tu lui demandes, il va te faire un truc verbeux. Après, tu lui dis, ah, non, attention, là, comme population, je m'adresse à une enfant de 11 ans dans son cours de 6e. Et là, tu vois qu'il va te donner plus on va dire un vocabulaire plus adapté. Il va te donner des comparaisons avec des choses que des enfants vont plus comprendre. Tu vois. Et une des choses qu'on avait explorées avec ce collègue-là, c'était en fait aussi de lui donner des exemples d'articles que toi, tu as écrits et de voir s'il arriverait à suivre un petit peu ce style-là. Mais c'est pas encore, même avec des modèles comme Gemini, qui ont des longs contextes, tu peux lui donner plein d'exemples. Ça reste encore perfectible, je trouve, le fait d'arriver à suivre un certain style. Du coup, ce qui marche mieux, par contre, que j'ai pu expérimenter, c'est vraiment lui dire, alors tu commenceras d'abord par ça, ensuite tu parleras de ça. Quand tu structures l'information, tu lui dis thèse, antithèse, synthèse, ou d'abord tel sujet, ensuite tel sujet. Ça, il arrive à bien suivre et ça marche pas mal. Mais le style reste des fois un peu empoulé, un peu fluffy, comme je dis souvent. Ouais, c'est ça, tu as des phrases, je dis, mais il n'y a pas d'info là-dedans. Enfin, tu vois, Ouais. la loi de Shannon, elle dit qu'il n'y a pas de. Il y a Non, c'est ça, en information termes qui est passée dans le. Ouais, c'est ça. C'est clair. C'est marrant parce qu'on était parti juste sur la doc. Hein. Bah, On a quand même réussi à C'est ce que dit Bruce. C'est ce que dit Bruce. Il dit, c'est marrant, à chaque fois on parle de l'IA. Donc en fait, moi, je ne sais pas parce que j'ai une intersection. Est-ce que c'est juste parce qu'il y a toujours Guillaume et que Guillaume il parle de l'IA? Bon, ok, j'arrête. Voilà, c'est Ou ça. est-ce que ça serait venu quoi qu'il arrive? C'est vrai. Voilà. Non, mais cela dit, revenir à ça, aujourd'hui, on se dit doc égale moteur de recherche. Effectivement, c'est possible que doc égale chat, ce qui te permet de jouer avec le contenu qui est capé. Ben, ça sera probablement plus effectif que ce qu'on a aujourd'hui dans la recherche. Voilà. Bon, écoutez, c'est pas mal pour un petit épisode impromptu. C'est ça. Ouais. Et puis, on va vous laisser passer Noël ensemble, ou pas ensemble d'ailleurs, enfin, mais passer Noël. De bonnes fêtes. Et on se retrouve l'année prochaine. Ouais, c'est ça, pas Noël d'ailleurs, oui, c'est vrai. Pas Noël, ou le jour de l'an, ou pas le jour de l'an. Voilà. Ou pas le jour de l'an si vous êtes dans un Profitez du break en tout cas, pour ceux qui en ont. Ah, deux choses. Souscrivez. Comment ils font les youtubeurs? Souscrivez en bas. Abonnez-vous. Abonnez-vous, mettez des étoiles, des pouces. Voilà, notre objectif, c'est 3 milliards d'abonnés. C'est ça. Le Patreon. Non, mais ça serait bien de monter. Voilà. Si vous en avez la possibilité, allez sur patreon.com/lescascodeurs pour nous payer les abonnements là, des nouvelles plateformes qu'on est en train d'essayer. De tester. Et puis, encore, merci pour votre fidélité. Donnez-vous aussi des retours sur X, sur Blue Sky, sur le Google Group que l'on a, sur les commentaires en dessous des vidéos, si vous aimez bien ce modèle. Il y a Bruce qui dit, et la cloche, c'est pour avoir les notifications des nouvelles vidéos sur YouTube. Merci Bruce. C'est ça. D'ailleurs, on pourrait faire ça, regardez, on faudrait qu'on fasse. À chaque fois que quelqu'un paye sur Patreon, on fera. Voilà. Voilà, en tout cas, passez un bon break si vous avez la chance de faire un break. Et puis, on se retrouve en 2025. Et puis, on demandera à l'IA de nous faire les prévisions sur l'IA de 2025. Allez, ciao tout le monde. Ciao.
thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastem.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.